Le soir du réveillon, mon fils a levé sa coupe de champagne et a dit devant tout le monde « Je souhaite que ce soit le dernier réveillon de maman dans cette maison. » Tout le monde a ri. Moi aussi, j'ai souri. Mais j'avais très bien compris la menace cachée derrière ces mots. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais déjà passé un coup de fil. Et le lendemain matin, quand les voitures de gendarmerie se sont garées dans ma cour, son monde entier s'est effondré. Mais pour comprendre comment j'en suis arrivé là, il faut remonter quelques semaines en arrière. Le téléphone a sonné par un matin froid de novembre, le genre de froid qui vous pénètre jusqu'aux os quand on vit seul dans un mât en pierre. J'étais debout près de la fenêtre de la cuisine, je regardais le givre recouvrir les pommiers, quand la sonnerie a coupé le silence. J'ai hésité un instant, puis quelque chose m'a poussé à traverser la pièce et décrocher. Maman. Je me suis figé. C'était la voix de Sébastien, mon fils, qui n'avait pas appelé depuis 4 mois, pas depuis cette dispute amère en juillet, quand il s'était tenu dans cette même cuisine et m'avait dit que je m'entêtais, que je gâchais ma vie à m'accrocher à une terre que j'étais trop vieille pour gérer. Sébastien, j'ai dit prudemment. Quelle surprise. Il y a eu un silence, puis sa voix est revenue, plus douce cette fois, presque chaleureuse. Maman, je suis désolée. J'ai beaucoup réfléchi à ce que j'ai dit, et j'avais tort. Je n'aurais pas dû te pousser comme ça. Je n'ai rien répondu. En 64 ans de vie, j'ai appris que le silence vous en dit souvent plus long que les mots. Je me demandais, a continué Sébastien, si on pourrait venir te voir pour le réveillon, tous ensemble. Audrey, Théo, Manon. Les enfants s'ennuient de leur mamie. Tu me manques, maman. Je voudrais qu'on reparte sur de bonnes bases, repartir sur de bonnes bases. Les mots sont restés suspendus dans l'air, comme la brume du matin sur la Durance. Une partie de moi voulait le croire. Voulait croire que mon fils avait retrouvé la raison, que la famille comptait encore pour lui. Mais une autre partie de moi, celle qui avait passé 8 ans à apprendre à se fier à son propre instinct, restait en retrait. Ce serait bien, je me suis entendu dire. Vraiment bien. Après avoir raccroché, je suis resté là, avec le téléphone à la main, le regard perdu sur le verger qui s'étendait sur 90 hectares dans la vallée de la Durance. Au-delà des branches nues, je distinguais les sommets des écrins qui se découpaient contre le ciel pâle de novembre. Pour comprendre pourquoi cet appel m'a secoué à ce point, il faut savoir qui je suis. Je m'appelle Colette Marignan. Mon mari Marcel et moi avons acheté cette terre en 1985, l'année où Sébastien est né. On avait tous les deux 25 ans. On était jeunes, fauchés et probablement un peu fous à investir tout ce qu'on avait dans 90 hectares de terre caillouteuse des Hautes-Alpes et un mât provençal qui datait des années 20. L'endroit avait besoin de tout. Nouvelle toiture, plomberie à refaire, une grange qui penchait tellement qu'on aurait dit qu'elle allait s'écrouler au prochain Mistral. Mais Marcel voyait ce que ça pouvait devenir. Il voyait toujours. On a planté les premiers pommiers ce printemps-là, en travaillant côte à côte jusqu'à en avoir le dos brisé et les mains en sang. Golden Delicious, Gala, Rainette. On a construit ce verger rang par rang, saison après saison, pendant que Sébastien grandissait et courait entre les arbres. Puis Hélène est arrivée 3 ans plus tard, notre fille qui ressemblait tellement à son père que parfois ça me serrait le cœur rien que de la voir sourire. Pendant 31 ans, Marcel et moi avons travaillé cette terre ensemble. Ce n'était pas juste une exploitation. C'était notre vie, notre héritage, la preuve que 2 personnes avec rien d'autre que de la détermination et de l'amour pouvaient en bâtir quelque chose qui compte. Puis, en 2014, Marcel est tombé malade. Il s'est battu pendant 2 ans, avec acharnement, comme il faisait tout. Mais certaines batailles, on ne peut pas les gagner. En novembre 2016, je l'ai perdu. Il n'avait que 56 ans. Moi aussi. J'ai pensé à vendre après ça. Chaque matin, en me réveillant dans un lit vide. Mais chaque fois que je marchais dans les rangs du verger, je sentais Marcel là, dans les arbres qu'on avait plantés, dans la terre qu'on avait travaillée, dans les murs en pierre du mas qu'on avait rebâtis ensemble. Alors, je suis restée. Hélène a compris. Elle appelait chaque dimanche sans faute, venait régulièrement. Elle n'a jamais suggéré que je devrais vendre. Sébastien, lui, c'était différent. Après la mort de son père, ses visites sont devenues moins fréquentes. Et quand il venait, il y avait toujours des questions sur la succession, sur la valeur du terrain, sur mes projets. J'avais eu des offres.
L'année dernière, un promoteur est monté jusqu'à 3 800 000 €. J'ai tout refusé. Ce n'est pas juste de la terre et des arbres, c'est de l'amour qui a survécu à la perte. J'ai posé le téléphone et je suis retourné à la fenêtre. Le givre s'était étendu, dessinant des motifs délicats sur la vitre. Mon téléphone a vibré avec un message de Sébastien. J'ai vraiment hâte, maman. Je t'aime. J'ai fixé ces derniers mots longtemps. Puis j'ai repensé au conseil que Marcel me répétait souvent. Fais confiance aux enfants, Colette. Mais fais-toi confiance d'abord. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Le téléphone a sonné le dimanche matin à 9 h, comme toujours. J'étais à la table de la cuisine avec mon deuxième café, le regard perdu dans le vide. Mon esprit revenait sans cesse à l'appel de Sébastien, le retournant dans tous les sens. Mais quand j'ai décroché et entendu la voix d'Hélène, chaude et familière, quelque chose s'est relâché dans ma poitrine. « Bonjour maman, comment tu vas ?» C'était Hélène, toujours présente, toujours sincère dans sa question. Pas un « comment ça va » par politesse, mais une vraie question qui méritait une vraie réponse. « Oh, tu sais ?» j'ai dit en repoussant le journal. « Comme d'habitude. Et toi, le semestre ?» « Chargé. J'ai un séminaire sur l'histoire monastique en Provence qui me donne du fil à retordre. 18 étudiants qui pensent que les moines ne faisaient que copier des manuscrits et boire du vin. » Elle a ri, et ce rire ressemblait tellement à celui de Marcel que j'ai dû fermer les yeux une seconde. « Et le verger ? Est-ce que le gel de jeudi a fait des dégâts ? » Rien de grave. Quelques petites branches cassées sur les goldens, mais les arbres sont en dormance de toute façon. On est tombé dans notre rythme habituel. Elle me parlait de ses recherches, je lui parlais du verger. Hélène enseignait l'histoire médiévale à l'université d'Aix-Marseille. Elle aidait pendant la récolte et n'avait jamais manqué un dimanche au téléphone. Puis le ton d'Hélène a changé. Quelque chose de nouveau cette semaine ? J'ai hésité, bu une gorgée de café devenu tiède. Sébastien a appelé. Silence à l'autre bout du fil. Pas un silence confortable, mais un silence chargé. « Ah bon ?» a finalement dit Hélène. Pas une question. Un constat, plat et prudent. Jeudi matin, de nulle part. J'ai essayé de garder une voix neutre. Il a dit qu'il voulait s'excuser pour juillet. Il a demandé s'il pouvait venir pour le réveillon, lui, Audrey et les enfants. Encore du silence. Puis sa voix, toujours douce mais avec de l'acier dessous. « Maman, fais attention. »« Attention, Hélène, c'est ton frère. Je sais qui il est. Je sais aussi qu'il n'appelle que quand il veut quelque chose. J'ai senti ma mâchoire se crisper. Ce n'est pas juste. Les gens peuvent changer. »« Peut-être, » a dit Hélène. « Mais tu dois comprendre une chose. Après la mort de papa, j'étais là. J'ai vu ce qui s'est passé. Sébastien a changé. Pas lentement. C'était presque immédiat. À l'enterrement, il te posait des questions sur la succession, sur la valeur du terrain. Il ne faisait pas son deuil, maman. Il calculait. Sa voix était triste plus qu'en colère. Ses visites sont devenues différentes. À chaque fois, il revenait aux mêmes questions. Est-ce que des promoteurs t'avaient contacté? Est-ce que tu avais réfléchi à ce qui arriverait au verger quand tu ne serais plus là? Et puis il y a la question d'argent, a continué Hélène. À Noël dernier, quand je suis passée chez eux à Marseille avec des cadeaux pour les enfants, il y avait un avis collé sur leur porte d'entrée. Un en-tête de banque. Audrey a ouvert la porte, l'air stressé, et la maison était tendue. Théo et Manon étaient plus silencieux que d'habitude. Quelque chose ne va pas, maman, financièrement. J'ai fixé mon café, regardant la surface sombre devenir immobile. Pourquoi tu ne m'as pas dit ça avant? Qu'est-ce que tu aurais fait? Proposer de l'aider. Tu sais que Sébastien est trop fier pour ça. Mais maman, quand quelqu'un est désespéré financièrement et que sa mère possède un terrain qui vaut des millions, il faut au moins envisager la possibilité que cette réconciliation ne soit pas entièrement une histoire de famille. Promets-moi que tu feras attention. L'inquiétude dans sa voix m'a touchée plus que les avertissements. Hélène n'était pas du genre à dramatiser ni à soupçonner les gens sans raison. Si elle était aussi préoccupée, peut-être que je devais l'écouter. Je ferai attention, j'ai dit. C'est promis.
Après avoir raccroché, je suis restée longtemps assise à cette table. 2 de mes enfants. Un coup de fil chaleureux plein d'excuses et de promesses. Un avertissement du dimanche matin plein de prudence. Je voulais croire Sébastien. Mais les mots d'Hélène résonnaient, alors j'ai sorti un carnet du tiroir et j'ai noté la date, l'heure et tout ce que Sébastien avait dit ce jeudi-là. Documenté. C'est ce que je ferai. Et pour comprendre pourquoi tout ça me glaçait le sang, il faut revenir en juillet. 4 mois avant cet appel de novembre. C'était un jeudi après-midi, en pleine chaleur. J'étais dans la grange quand j'ai entendu une voiture remonter l'allée. Sébastien est descendu de son Peugeot, seul. Pas d'Audrey, pas d'enfant. On a dîné sur la terrasse. Pour un moment, les choses semblaient presque normales. Puis il a lâché ce qu'il était venu dire. « Maman, il y a un promoteur à Marseille. Très sérieux. Il rachète des exploitations dans la vallée. Des offres bien au-dessus du marché. » J'ai posé ma fourchette. « Ta terre, ton choix, je le sais, » a-t-il ajouté. « Mais tu as 64 ans. Tu ne peux pas continuer comme ça toute seule. Quand je serai prête à arrêter de travailler ma propre terre, c'est moi qui déciderai. Ma terre, mon choix. » Le silence entre nous n'avait rien de confortable. Le lendemain, à 6 heures du matin, il est reparti sans petit déjeuner. J'ai regardé sa voiture disparaître sur le chemin de terre à travers le verger. J'ai attendu qu'il se retourne, qu'il lève la main. Il ne s'est pas retourné. Août et septembre sont passés dans le silence. J'ai appelé, laissé des messages. Pas de réponse. 4 mois de néant avant qu'il rappelle en novembre avec sa voix si chaude et ses excuses si bien formulées. Ce que je ne savais pas encore, c'est que des choses étranges avaient déjà commencé à se produire autour de moi avant même l'appel de Sébastien. Le premier incident est arrivé un jeudi de début novembre. Je rentrais du bois de la remise, les bras chargés de bûches de chêne. Mon pied s'est posé sur la 3e planche du perron. La planche a cédé. J'ai trébuché, lâché le bois, agrippé la rambarde pour ne pas tomber. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai examiné les dégâts. La planche avait l'air normale, pas de pourriture, pas de fissure visible. Mais quand j'ai regardé dessous, les 4 vis qui auraient dû la maintenir avaient disparu. Pas desserrées, pas arrachées, disparues. J'ai trouvé des vis dans ma boîte à outils et j'ai réparé. Je n'y ai plus pensé. 4 jours plus tard, j'ai pris ma douche du matin. L'eau était normale au début. Puis la température a grimpé d'un coup. C'est passé de confortable à brûlant en 1 seconde. J'ai reculé en criant, glissé sur le carrelage mouillé, rattrapé de justesse à la barre du rideau. Mon épaule me brûlait. J'ai vérifié le chauffe-eau à la cave. Le thermostat était tourné au maximum. 70 degrés. Je le gardais toujours à 49. Toujours. 3 jours après, j'avais besoin de cordes dans le grenier de la grange. J'ai monté l'échelle en bois lentement. Mon pied s'est posé sur la 3e planche à partir de l'échelle. Elle a bougé comme une trappe qui n'aurait pas dû s'ouvrir. Je me suis figée. Très lentement, j'ai reculé mon poids sur la planche précédente et je me suis agenouillée pour examiner le bois. Les clous étaient soulevés, les 4, remontés d'environ 2 centimètres. Et autour, des marques d'outils fraîches, comme si quelqu'un avait glissé quelque chose dessous pour les faire levier. J'ai regardé à travers l'interstice. 4 mètres de chute sur le sol en béton de la grange. Quelqu'un avait fait levier sur ces clous. Récemment. Quelqu'un était entré dans ma grange. J'ai appelé Hélène et tout raconté. Sa réponse a été immédiate. « Maman, appelle la gendarmerie tout de suite. » Et si j'imaginais des choses ? Maman. Sa voix était douce mais ferme. 3 accidents en 1 semaine. Ce n'est pas de la paranoïa. Quelqu'un fait ça. Je lui ai dit que j'allais y réfléchir. Elle m'a fait promettre de changer au moins les serrures. J'ai roulé jusqu'à Gap, acheté de nouvelles serrures à la quincaillerie. Passé le reste de l'après-midi à les installer. Remonté dans le grenier de la grange pour enfoncer les clous correctement. C'est le lendemain matin que Sébastien a rappelé, avec cette voix si chaude que j'ai raconté au début de cette histoire. Et mes soupçons, la peur qui s'était installée pendant la semaine, tout a fondu comme givre au soleil quand j'ai entendu ses excuses et son envie de repartir à zéro. 2 semaines ont passé en paix relative. Puis le 18 décembre, je suis allé chercher mon renouvellement mensuel de Ramipril à la pharmacie Renault, à Gap.
Je prenais du Ramipril 10 mg pour la tension depuis 2018, chaque matin au petit déjeuner. Philippe Renaud, le pharmacien depuis 30 ans, avait toujours mon ordonnance prête le 18 du mois. Il m'a tendu le sachet blanc par-dessus le comptoir avec un sourire. Ce soir-là, j'ai pris mon comprimé avec le dîner. Le cachet dans ma paume, j'ai eu un doute. La forme était bonne, ovale, rainurée au milieu. Mais la couleur n'était pas la même. Au lieu du rose pâle habituel, ce comprimé était blanc, crayeux. J'ai pensé que la pharmacie avait changé de générique. Ça arrive. J'ai avalé et je n'y ai plus pensé. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec la tête qui tournait. Pas assez pour m'inquiéter. J'avais travaillé trop longtemps dans le froid. L'après-midi, la nausée a commencé. Le 20 décembre, je me suis réveillée avec la pièce qui tournait. Mon cœur faisait quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Il sautait des battements, puis s'emballait pour rattraper, puis sautait encore. Le 21 décembre, j'ai failli m'évanouir dans la grange. Ma vision s'est rétrécie en tunnel, tout est devenu gris. Je me suis agrippée à une poutre et je suis tombée à genoux sur le béton. Ce n'était pas la grippe. Quelque chose n'allait pas. J'ai ouvert l'armoire à pharmacie. Derrière, il restait mon ancien flacon de Ramipril d'octobre. J'ai posé les 2 flacons côte à côte sur la table de la cuisine, en pleine lumière. De l'ancien flacon, j'ai sorti un comprimé. Rose pâle, enrobage lisse, inscription nette. Du nouveau flacon, un autre. Blanc crayeux, rugueux, presque poudreux. L'inscription était là, mais floue. Il ne se ressemblait pas du tout. La peur m'a glacé le sang. 20 minutes plus tard, j'étais à la pharmacie, les 2 flacons sur le comptoir. Philippe a examiné le comprimé blanc sous sa lampe. Il a gratté légèrement l'enrobage avec son ongle. Une poudre blanche s'est détachée. Le Ramipril utilise un enrobage polymère, a-t-il dit doucement. Ça ne devrait pas poudrer comme ça. Et cette inscription est floue, comme pressée dans un moule artisanal. Il m'a regardé, le visage pâle. « Colette, ces comprimés sont contrefaits. Quelqu'un a remplacé tes médicaments. Tu dois arrêter de les prendre immédiatement et appeler la gendarmerie. » Mes mains tremblaient. J'ai pensé à la planche du perron, à la douche brûlante, au grenier de la grange. Et maintenant ça. 4 fois que quelqu'un avait créé une situation qui aurait pu me blesser. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, on m'avait fait avaler quelque chose. J'ai roulé jusque chez moi et je me suis assise dans ma cuisine pendant 20 minutes, les yeux fixés sur le sachet scellé que Philippe m'avait préparé comme preuve. Puis, j'ai pris mon téléphone et appelé Hélène. Elle a décroché à la première sonnerie. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?»« Hélène, j'ai besoin que tu viennes. Maintenant. Ne dis rien à Sébastien. Ne dis rien à personne. Viens, c'est tout. » Elle a fait le trajet depuis Marseille en 1 heure et 20 minutes. Un regard à mon visage et elle m'a serré dans ses bras. J'avais tout étalé sur la table de la cuisine comme des pièces à conviction. Le sachet scellé avec les faux comprimés. Mon ancien flacon pour comparaison. Des photos des vis manquantes du perron, des clous soulevés dans la grange, du thermostat du chauffe-eau poussé au maximum. Et le carnet où j'avais noté chaque date, chaque incident. Hélène a pris chaque élément, l'a examiné, l'a reposé avec soin. Son visage est passé de l'inquiétude à quelque chose de plus dur, de plus froid. Quand est-ce que Sébastien est venu pour la dernière fois? En juillet, juste après notre dispute. Il était seul. Donc il avait accès à la maison, à la grange, à ton armoire à pharmacie. Mais Hélène? Maman. Elle m'a regardée et j'ai vu Marcel dans ses yeux. Cette même détermination féroce. Ce n'est pas du hasard. Regarde le schéma. 4 incidents en quelques semaines. Tout ce qui pourrait ressembler à un accident. Sauf les comprimés. Ça, c'est planifié. C'est calculé. Elle s'est tournée vers moi. « Maman, Sébastien essaie de te faire du mal. » Les mots sont restés suspendus entre nous. J'y avais pensé, mais entendre Hélène le dire à voix haute rendait la chose réelle. « Mon fils, j'ai dit, et ma voix s'est brisée sur ce mot, essaie de me faire du mal. Comment on en est arrivé là? Je ne sais pas, maman. Mais on va l'arrêter. On a besoin d'aide professionnelle. » Elle a pris son téléphone. Gendarmerie nationale, brigade de protection des familles.
Le capitaine Laurence Morel était de permanence le jour de Noël. Elle a pu venir le matin même. Pas un véhicule de patrouille, une berline banalisée, gris foncé. La femme qui en est sortie avait la quarantaine, des cheveux courts bruns et des yeux vifs qui ont balayé la propriété d'un seul regard. Elle portait un jean, des bottes et un blouson sombre avec son insigne à la ceinture. Je lui ai tout raconté, depuis le début. Sébastien enfant, la mort de Marcel, le changement dans les visites de mon fils, la dispute de juillet, les 4 mois de silence, l'appel de novembre, et les incidents. Morel a pris des notes sans m'interrompre, posant parfois des questions de précision. Elle a examiné chaque preuve avec une attention méthodique. J'envoie les comprimés au laboratoire de toxicologie aujourd'hui, a-t-elle dit. Résultat sous 48 heures. Puis elle a ouvert un dossier qu'elle avait apporté. Le procureur de la République a autorisé une réquisition pour consulter les relevés financiers de votre fils. Elle a glissé plusieurs feuillets sur la table. Votre fils a déposé un dossier de redressement judiciaire le 18 avril dernier. Dette totale, 500 000 €, dont 250 000 € dus à un cercle de jeux clandestins à Marseille, lié au milieu organisé. Mon Dieu, a soufflé Hélène. Il doit de l'argent à des criminels. Son entreprise de BTP s'est effondrée. Plusieurs procès de clients pour travaux inachevés. Saisie en cours sur sa maison à Marseille. Morel a sorti une photographie. Une femme que je n'avais jamais vue. Brune, pommette haute, regard intelligent et froid. Voici Nathalie Ferrand, 35 ans, résidente à Bordeaux. Licence immobilière révoquée en 2021 pour transactions frauduleuses. Condamnation pour escroquerie et usurpation d'identité. Votre fils est en contact avec cette femme depuis le 14 juin. 247 communications documentées entre eux. Le procureur a autorisé une réquisition d'urgence auprès des opérateurs téléphoniques vu le risque vital, a précisé Morel. Voici ce que nous avons trouvé. Elle a étalé des transcriptions de messages. Le premier, daté du 10 novembre, de Nathalie à Sébastien. Il faut qu'elle te fasse confiance. Sois chaleureux. Fais-la croire. Ça ne marche que si elle t'invite. Le 10 novembre. La veille du jour où Sébastien m'avait appelé avec sa voix si douce. Elle l'a guidé, a dit Hélène, la voix tremblante. Tout cet appel, les excuses, l'invitation, elle lui a dicté quoi dire. Le deuxième message, daté du 20 décembre, de Sébastien à Nathalie, elle a pris les comprimés. Ça devrait faire effet bientôt. Mes mains tremblaient. C'était le lendemain du jour où j'avais récupéré l'ordonnance, le jour où j'avais commencé à me sentir mal. Le troisième message m'a glacé le sang. 22 décembre, de Nathalie à Sébastien. Si elle est encore vivante au Nouvel An, on passe au plan B. Plus de retard. On va laisser Sébastien venir pour le réveillon, a dit Morel. Vous agissez normalement, accueillante, chaleureuse. J'installerai des caméras cachées dans la grange et dans la maison. Quand il passera à l'acte, on aura tout en vidéo. Et Colette, vous ne serez pas seule. J'aurai des hommes positionnés à proximité. On surveille tout. Après son départ, Hélène et moi sommes restées assises dans la cuisine silencieuse. Juste encore une semaine, a dit Hélène doucement. Et ce sera fini. 2 jours après Noël, le laboratoire a rappelé. Morel a mis le haut-parleur dans ma cuisine. Docteur Isabelle Garnier, laboratoire de toxicologie. Les résultats sont formels. L'échantillon contient du chlorure de potassium à 40 milliequivalents par dose et un diurétique qui aggrave la rétention de potassium dans le sang à 25 mg. Le ramipril est totalement absent. C'est une substitution complète. Morel s'est penché en avant. Pouvez-vous nous expliquer les conséquences? Le chlorure de potassium à cette dose élève dangereusement le taux de potassium dans le sang. Le diurétique empêche l'organisme de l'éliminer. Ensemble, ils provoquent une hyperkaliémie sévère. Chez une femme de 64 ans sous traitement pour hypertension, les symptômes incluent arythmie cardiaque, faiblesse musculaire, nausées, difficultés respiratoires. Si l'ingestion se poursuit pendant 7 à 10 jours, l'issue probable est un arrêt cardiaque, très probablement pendant le sommeil. 7 à 10 jours, j'en avais pris pendant 3. Est-ce que la cause serait détectable à l'autopsie? A demandé Morel. Difficilement. Le potassium se modifie rapidement après le décès. Un examen standard conclurait à un arrêt cardiaque chez une patiente hypertendue. Des causes naturelles.
sauf si quelqu'un soupçonnait un empoisonnement et demandait un dépistage toxicologique avancé. Morel a aussi éclairci un point qui me hantait. Comment les comprimés avaient-ils été remplacés? Nos vérifications montrent que le 24 juillet, le lendemain de sa visite chez vous, un homme s'est présenté à une pharmacie de Gap en se faisant passer pour votre fils avec une ordonnance falsifiée. Il a récupéré un flacon à votre nom. Nous pensons qu'il a ensuite substitué le contenu avec les comprimés contrefaits et trouvé un moyen de les faire parvenir dans votre circuit habituel. Après avoir raccroché, le silence a envahi la cuisine. Si tu avais continué à les prendre, a commencé Hélène. Elle n'a pas fini. Elle n'avait pas besoin. Morel a posé les mains à plat sur la table. Voici le plan de votre fils, tel que nous le comprenons. Vous prenez votre traitement chaque matin à 7 heures. Il le savait. Les comprimés de substitution étaient conçus pour agir lentement. Pas un poison immédiat qui aurait éveillé les soupçons, mais quelque chose de cumulatif et progressif. Après une semaine, vous seriez de plus en plus faible, le cœur irrégulier. Après 2 semaines, arrêt cardiaque. Probablement dans votre sommeil. On vous aurait trouvé dans votre lit. 64 ans, agricultrice seule, crise cardiaque apparente. Conclusion, cause naturelle. Le 30 décembre, ils sont arrivés. J'étais à la fenêtre de la cuisine à 16 heures quand j'ai vu le Peugeot gris remonter l'allée. Hélène se tenait à côté de moi, sa main sur mon épaule. « Tu peux le faire », a-t-elle dit doucement. Sébastien est descendu de voiture et m'a serré dans ses bras. « C'est tellement bon de te revoir, maman. » J'ai dû me forcer à ne pas me raidir. Ses bras me semblaient faux, comme étreindre un inconnu dangereux. Audrey est venue ensuite, amaigrie, l'air fatigué. Théo restait en retrait près de la voiture, les mains dans les poches. Puis Manon a couru vers moi, 6 ans, intrépide, et s'est jetée dans mes bras avec une confiance totale. « Mamie, on est là !»« On peut voir les pommiers ?» Je l'ai soulevée et j'ai dû fermer les yeux, parce que le poids de ce que je faisais menaçait de me briser. Ces enfants ne savaient rien de ce qui allait arriver. Le dîner a été la chose la plus difficile de toute ma vie. Poulet rôti, gratin dauphinois, haricots verts, tarte aux pommes. On s'est assis avec une civilité prudente. Sébastien n'a parlé de souvenirs d'enfance. « Tu te rappelles quand tu as planté les golden avec papa ? J'avais quoi, 12 ans, 13 ? Il en avait 13. Et Marcel avait préparé de la limonade. » Après le repas, Sébastien m'a regardé avec une fausse inquiétude. « Maman, tu as réfléchi à l'avenir ? Peut-être qu'on devrait parler de la succession, juste au cas où. » Je me suis souvenu des instructions de Morel. Agir naturellement. Ne pas refuser net, mais ne rien promettre. Profitons des fêtes d'abord, j'ai dit. On en parlera après le Nouvel An. Pas de précipitation. Ses yeux ont eu un éclair de frustration, mais son sourire est resté en place. Puis il a demandé à aller vérifier la grange le lendemain pour s'assurer qu'elle était sûre pour les enfants. Chaque muscle de mon corps s'est raidi, mais j'ai dit oui. Le 31 au matin, Sébastien est allé à la grange. 25 minutes plus tard, il est revenu en époussetant la sciure de son pantalon, l'air satisfait. « Tout est réparé, maman. La planche est solide maintenant. » Le téléphone d'Hélène a vibré. Plus tard, elle m'a chuchoté. « Morel a tout, tout. Elle viendra ce soir nous montrer les images. » Le soir, dans mon bureau, Morel a posé sa tablette sur le bureau. « Il faut que vous voyiez ça pour qu'il n'y ait aucun doute. » Elle a appuyé sur lecture. Le grenier de la grange. Horodatage, 10h17. Sébastien est apparu en haut de l'échelle, a jeté un regard vers la porte, puis s'est dirigé vers la 3e planche. Il a sorti un petit pied de biche. Il s'est agenouillé, a fait levier sous la planche que j'avais réparée. Les clous ont gémi, se sont soulevés. Il a testé la planche avec sa main, appuyé dessus. Elle pliait sans casser. Il a hoché la tête, satisfait, et sorti son téléphone. La caméra a capté l'écran pendant qu'il tapait. Piège remise. Demain matin, on vérifie la grange ensemble. Accident. Et puis il a souri. Mon fils a souri en planifiant ma mort. Un sourire froid, satisfait, que je ne lui avais jamais vu. Le dîner du réveillon a été un supplice. Rôti de bœuf, pommes dauphines, crumble aux pommes, Sébastien a ouvert le champagne et levé sa coupe. Au nouveau départ. À la famille, tout le monde a bu.
Moi, j'arrivais à peine à avaler. À minuit, on s'est rassemblés devant la télévision sur France 2. Manon est montée sur mes genoux. Sébastien s'est tourné vers moi avec sa coupe. Maman, cette année va apporter de grands changements. Le double sens est resté suspendu dans l'air, comme du poison. Bonne année. J'ai dit que j'étais fatiguée et je suis montée. Dans ma chambre, j'ai verrouillé la porte. Puis, j'ai entendu des pas dans le couloir. Ils se sont arrêtés devant ma chambre. Sous la porte, une ombre. Quelqu'un qui écoutait si je dormais. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'ils l'entendent. Enfin, l'ombre a bougé. Les pas se sont éloignés. Je suis restée allongée dans le noir, les yeux ouverts, comptant les minutes jusqu'à l'aube. Je n'ai pas dormi. Quand le ciel a commencé à pâlir en un gris d'hiver, j'étais déjà debout à la fenêtre de la cuisine, mon café intact sur le comptoir. À 6h44 exactement, 3 véhicules sont apparus au bout de l'allée. D'abord la berline banalisée du capitaine Morel, grise aux vitres teintées. Derrière, 2 véhicules de la gendarmerie, blancs et bleus, gyrophares éteints, mais présence impossible à ignorer. Ils se sont garés près de la grange, moteur au ralenti, les pots d'échappement fumant dans le froid de janvier. Morel est descendue la première, son insigne à la ceinture, l'expression calme et professionnelle. Derrière elle, l'adjudant Perrin, un homme solide d'une quarantaine d'années, et le gendarme Vasseur, plus jeune, large d'épaules. Son regard a croisé le mien à travers la vitre. Elle a hoché la tête une fois. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée et j'ai ouvert avant qu'elle frappe. « Madame Marignan », a-t-elle dit doucement. « On est prêt. Il est en haut, 2e porte à gauche. » Hélène est apparue en haut de l'escalier, déjà habillée. Elle a dû entendre les voitures. Son visage était pâle mais sa mâchoire serrée. Elle m'a fait un petit signe de tête ferme et s'est écartée pour laisser passer Morel et Perrin. Je suis restée dans le couloir, le dos contre le mur. Un coup frappé doucement à la porte. Puis la voix de Morel, claire et posée. « Sébastien Marignan. Ici le capitaine Laurence Morel, gendarmerie nationale. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. » Un silence. Puis une voix étouffée, celle de Sébastien, endormie et confuse. « Quoi ?» La porte s'est ouverte. « Sébastien Marignan, vous êtes placé en garde à vue pour tentative d'empoisonnement, abus de faiblesse sur personne vulnérable et association de malfaiteurs. Vous allez être informé de vos droits. » Sa voix a grimpé, aiguë de panique. « De quoi vous parlez ?» Je l'ai entendu sortir dans le couloir en trébuchant. Il était là en t-shirt blanc et pantalon de survêtement, les cheveux en désordre, le visage tordu par le choc. Ses yeux se sont accrochés aux miens. « Maman », sa voix s'est cassée. « Maman, c'est quoi ça ?» Je l'ai regardé. Pendant une seconde, j'ai vu le petit garçon qui montait sur mes épaules dans le verger, celui qui riait quand les pommes tombaient dans son panier. Mais ce garçon-là n'était plus là. « Tu sais très bien ce que c'est », j'ai dit calmement. Son visage est devenu blanc. « Retournez-vous, monsieur Marignan », a dit Perrin d'un ton ferme mais pas méchant. Sébastien n'a pas bougé. Ses yeux restaient fixés sur les miens, grands ouverts, désespérés. « Maman, je t'en prie, je suis ton fils. »« Retournez-vous », a répété Perrin. Lentement, Sébastien s'est retourné. Perrin lui a tiré les bras dans le dos et refermé les menottes. Le cliquetis métallique a résonné dans le couloir étroit. C'est là que j'ai entendu le cri. « Sébastien ?» Audrey est apparue au bout du couloir, enveloppée dans un peignoir, le visage rouge de sommeil et de confusion. Puis, 2 petites silhouettes sont apparues derrière elle. Théo et Manon, en pyjama, les visages froissés par la peur. « Maman » a chuchoté Manon d'une toute petite voix. « Pourquoi ils emmènent papa ?» Hélène a réagi vite. Elle est passée devant Audrey et s'est agenouillée devant les enfants. « Venez avec tata Hélène, d'accord ? On va descendre se faire un chocolat chaud. » Ils l'ont suivie vers l'escalier. À la porte d'entrée, Sébastien s'est arrêté et s'est retourné vers moi une dernière fois. « Maman, je t'en supplie, ne les laisse pas faire ça. Tu as cessé d'être mon fils le jour où tu as mis du poison dans mes médicaments, » j'ai dit. Perrin l'a guidé dehors. Je l'ai regardé par la fenêtre, tandis qu'il le menait à la voiture de gendarmerie. Il a trébuché une fois, Vasseur l'a stabilisé. La portière a claqué. Morel s'est approché de moi. « Madame Marignan,
Je veux que vous sachiez que la police de Bordeaux a interpellé Nathalie Ferrand il y a 20 minutes. Elle est en garde à vue. Vous êtes en sécurité maintenant. Puis elle a tout expliqué à Audrey. Les dettes, le cercle de jeu clandestin, Nathalie Ferrand, les comprimés, la vidéo de la grange. Audrey a lu les transcriptions des messages, le visage défait. « J'emmène les enfants à Lyon », a-t-elle dit d'une voix blanche. « Ma sœur a de la place. Je demande le divorce la semaine prochaine. » À la porte, Théo s'est retourné une dernière fois. « On reviendra te voir, mamie ?»« Quand vous voudrez, j'ai dit, la voix un peu cassée. Ce sera toujours chez vous ici. » Les mois qui ont suivi ont été longs. L'instruction judiciaire a pris du temps, comme c'est toujours le cas en France. Sébastien a été maintenu en détention provisoire. Nathalie Ferrand aussi, à Bordeaux. Plus d'1 an après les faits, l'affaire a été renvoyée devant la cour d'assises. Sébastien a été condamné à 18 ans de réclusion criminelle. Nathalie Ferrand en a pris 15. Audrey avait obtenu le divorce et la garde exclusive bien avant le procès. Elle amenait Théo et Manon me voir 1 fois par mois, des visites brèves et prudentes où les enfants couraient dans le verger et posaient des questions sur les pommes et les saisons. J'ai refait mon testament chez le notaire. 60% du verger pour Hélène, avec la condition qu'elle maintienne l'exploitation pendant au moins 10 ans. Les 40% restants placés en donation avec charge pour Théo et Manon, gérés par le notaire, jusqu'à ce que chacun ait 25 ans. Un après-midi d'avril, lors du premier printemps après le procès, je me suis tenue au milieu du verger, entourée de fleurs blanches. Le soleil chauffait mes épaules. Une légère brise portait le parfum des pommiers en fleurs. J'ai pensé à Marcel. Il se promenait dans ses rangs avec moi chaque printemps. Il croyait aux secondes chances, croyait que les gens pouvaient changer. Peut-être qu'avec le temps, je pardonnerai, moi aussi. Mais pardonner ne veut pas dire oublier. Je me suis agenouillée et j'ai planté un nouveau sion, une jeune Golden Delicious, la préférée de Marcel. Ses racines étaient petites et fragiles, mais elles allaient grandir. Dans 10 ans, il donnerait des fruits. Dans 20, il serait grand et fort. Il me survivrait. Il survivrait aux erreurs de Sébastien. Le soir, Hélène et moi étions assises sur la terrasse, regardant le soleil descendre derrière les Alpes. Les pétales de pommier dérivaient dans le vent, blancs comme la neige. « À quoi tu penses, maman ?» J'ai souri. Je pense que Marcel et moi avons construit quelque chose qui mérite d'être protégé. Cette terre nous survivra à tous. Elle sera là pour toi, pour Théo, pour Manon. Et pour toi, maman, a dit Hélène doucement. Tant que tu le voudras. J'ai hoché la tête. Tant que je le voudrais. Les pommiers ont fleuri ce printemps-là comme ils l'avaient toujours fait. Et j'étais encore là pour le voir. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran.